Bonjour et bienvenue dans le studio des experts où pendant un peu moins d'une heure, nous allons passer l'actualité de la semaine en revue avec deux bourgmestres qui ont prêté serment hier, vendredi. Au programme, les meilleurs mailleurs, les majorités communales et régionales un peu atypiques, les enseignants en grève, c'était mardi, et ces commerces en difficulté qui disparaissent ou qui sont repris. Pour en parler, deux bourgmestres et deux experts, pour les questionner à mes côtés, Stéphanie Meyer, rédactrice en chef adjointe à BX1. Bonjour. Bonjour. Et Romuald Lamorté, journaliste notamment à l'RTBF. Bonjour. Bonjour Jacques. La semaine a été donc celle de la dernière ligne droite pour boucler les majorités communales avant les prestations de serment des bourgmestres vendredi et la tenue de conseils communaux demain, dimanche, pour la plupart. Alors, retour sur hier matin, 16 bourgmestres sur 19 ont prêté serment au 32e étage de l'Eris Tower, là où se trouvent les fonctionnaires régionaux. BX1 était en direct de l'événement et je vais vous proposer un extrait où l'on découvre les coulisses d'un reportage, d'un tournage effectué notamment par Michel Guéhière et Charles Carpro. Michel Guéhière fait prêter serment en une fois aux 16 bourgmestres. Est-ce que vous pouvez tous répéter dans votre langue la formule de prestation de serment? Comme ça, je l'ai pour le reportage. Donc, je vais donner le go. Ce sera 3, 2, 1, go. OK? 3, 2, 1, go. Bon, alors c'est un peu une cacophonie, mais enfin, ils avaient prêté serment tous juste avant, les uns après les autres. Là, c'est une manière quand même de montrer une espèce de image de groupe de tous ces bourgmestres qui ont vanté à plusieurs reprises le collège des bourgmestres. On en parlera tout à l'heure. Mais Stéphanie Meyer, ces nouveaux bourgmestres, ces prestations de serment, cette dernière ligne droite, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ouais, c'est toujours un moment attendu, hein. Il y a eu ces élections qu'on a suivies, cette campagne électorale. Et voilà, le bourgmestre, c'est le premier qui prête serment. Et puis la suite, ça viendra dans beaucoup de communes dimanche avec les échevins. Mais ce matin, moi, ce vendredi matin, ce qui m'a le plus frappé, c'est on faisait l'interview de Catherine Moureau, qui avait annoncé début de semaine qu'elle avait sa majorité, qu'elle limiterait finalement socialiste PTB. Et là, elle nous a annoncé en direct qu'elle cherchait finalement un troisième partenaire. Donc ça rebat les cartes. Alors, on s'est posé la question. Elle parlait tout le temps des événements de la semaine sur lesquels elle ne va pas s'étaler. Elle y est revenue quand même 3 fois. Et en fait, il apparaît, selon la Libre, qu'un élu PS, finalement, a refusé de signer, finalement, l'accord de majorité. Et donc, il a fallu aller chercher un conseiller communal MR, lequel aurait fait marche arrière. Donc, tous ces éléments-là sont sortis courant de journée vendredi. Et donc, finalement, il n'y a plus vraiment de majorité pour pouvoir désigner ces échevins. D'où les consultations qu'elle relançait un peu en urgence ce samedi où elle rencontrait Ahmed El Kanous et puis, par ailleurs, la team Fouad Haïdar. C'est ça. Donc, elle avait 23 élus. Ça faisait une courte majorité. Là, on 23 a plus de sur 22. 45, oui. Voilà, donc ça, on va suivre ça. Et vous, Romuald Lamorté, ces prestations de serment, c'est des moments, parfois, on sent de l'émotion, parfois de la joie, de la bonne humeur, parfois un peu de distance. Oui, c'est surtout un moment solennel avec quand même pas mal de bourgmestres qui rempilent et quelques nouveaux. Moi, j'ai surtout vu, vous allez dire que je prends toujours le verre à moitié vide, mais il n'y avait pas Émir Kir parce que ils vont revoter à Saint-Josse, ils vont revoter et il sera sûrement réélu. À Kuckelberg, il y a encore des problèmes dans la désignation d'Olivia. Donc c'est purement administratif. Oui, Olivia mais en tout cas, Petittot, pour moi, il y a ce toujours sera des dans soucis. quelques jours, a D'accord. annoncé Bernard Clerfay. Et à Schaerbeek, on ne sait toujours pas qui sera bourgmestre de l'une des communes les plus importantes de Bruxelles. Moi, ce que je déplore surtout, c'est que dans les 19 bourgmestres de la région de Bruxelles-Capitale, il n'y aura que 3 femmes. 3 femmes, voilà. Il y en aura 4 avec Olivia Petittot. Ça reste quand Et même si à Schaerbeek c'est une excessivement femme, peu. ça en fera 5. Et lors de la Ça reste dernière très fois, peu. il y en avait 4 aussi. Donc Ouais. Mais il n'y a pas de changement. je ne dis pas que c'est toujours moins très peu. bien ou C'est toujours très mieux peu. maintenant, mais ça reste très peu et c'est quelque chose malheureusement qui ne change pas dans la pratique politique. Eh bien, et ça s'est vérifié ici parce qu'on a fait déjà 4 émissions avec des bourgmestres et chaque fois des hommes. Mais cette fois-ci, on a une femme bourgmestre. Et on va les faire entrer dans un instant. Donc, nos bourgmestres sont tous deux élus, l'une pour la première fois en tant que tête de liste, et l'autre, on ne compte même plus les fois où il était élu et réélu. L'une est en majorité avec le MR et les engagés, l'autre avec le PS et les engagés. L'une fut échevine et bourgmestre faisant fonction de sa commune, et l'autre fut députée jusqu'à la semaine dernière. L'une est ingénieuse commerciale, et on l'appelle la renarde, d'où son nom, et l'autre est avocat, et on l'appelle le loup, d'où son nom. Qu'il et elles entrent que le loup et le renard entrent.
Nous accueillons Sophie De Vos, bourgmestre d'Oderghem, des filles de Vos, le renard, avec beaucoup de renards dans votre commune en plus. Hein. Effectivement. Oui. Mais c'est pas à cause de vous. Et à vos côtés, Vincent De Wolf, bourgmestre d'Etterbeek et maire, pas beaucoup de loups, des jeunes loups peut-être. C'est dommage parce que je suis très amoureux des loups et que je suis heureux de voir que les loups soient revenus en Belgique, un peu partout, venant d'Italie, d'Allemagne. C'est vrai qu'on ne l'avait C'est pas un, encore c'est fait, hein. un, Le loup et le renard. on pouvait le Magnifique. sentir, ouais. Alors, on ne vous se savez, mange moi pas je d'un suis loup. le Non. lion et à Beixin, il y a aussi un coq et il y a une chouette aussi, donc c'est Écoutez, normal. Alors, voilà. quel souvenir, vous qui avez prêté serment plusieurs fois, ce n'est pas un secret, Vincent De Wolf, Non. quel est le plus fort souvenir que vous ayez de prestation de serment? Le premier. Hmm. Le premier parce que, tout d'abord, alors ça va faire ancien combattant, mais C'était quand d'abord? restons calmes. Donc, j'ai été nommé par le roi Baudouin. À l'époque, le roi nommait de manière directe les bourgmestres par un arrêté royal. Ok. Et on prêtait serment dans les mains de qui? Du gouverneur. Très bien. Quand il y avait un gouverneur Voilà. vraiment du Brabant. Et c'était monsieur grosse province, Oui. avec la province Brabant-Wallon, Brabant-Flamand et Bruxelles, 2 500 000 habitants, dans le palais provincial qui est devenu le Parlement. Et c'était monsieur De Groove, qui était charmant, que j'adorais. Et donc, il m'a fait venir dans son salon privé, avec son secrétaire, avec une préposée, et c'est là que j'ai prêté serment. Et il m'a dit, bah, écoute, ça va aller, mais si tu as quelque chose sur les cordes, je ne saurais pas t'aider. Hein. Donc, il m'avait reçu avant de recevoir les avis du parquet. Ouais. Mais moi, j'étais un gamin, donc je suis un enfant d'Etterbeek et j'étais tout jeune, si bien que dans ce palais provincial, voir le gouverneur prêter serment, j'étais très impressionné. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Ouais. Et vous, Sophie De Vos, c'est la deuxième fois que vous prêtez Oui. serment hein, hier. Oui. Alors, quel est le meilleur souvenir, la première ou la deuxième? Mais c'était tellement différent les deux fois que j'ai du mal à les départager. Hier, j'étais beaucoup plus à l'aise, j'étais reconduite massivement, enfin je suis reconduite massivement et donc hier j'étais déjà beaucoup plus à l'aise, mais c'était tout à fait différent puisque j'étais avec tous mes collègues, enfin on était quand même 16 sur 19. La première fois, c'était quand même hyper impressionnant. J'étais toute seule avec... Didier Gozon était là pour faire la passation. Il y avait Bernard Clairfailly. Il y avait mon papa, ma maman, mon mari. Enfin, j'avais fait venir la petite famille. Ce à quoi je n'ai même pas pensé Mais pour hier. Oui, mais Donc, vous c'est étiez difficile à comparer. Vous étiez stressé la première fois. Oui, beaucoup, oui. Parce que le texte qu'on dit pour prêter serment, Oui. c'est un texte Mais habituel. tout à fait. hein, mais vous ne le connaissiez pas la première fois. Mais la première fois, j'avais eu l'information que j'allais avoir un petit copion. Et donc, je ne m'étais pas remémoré la phrase que j'avais dite la dernière fois 3 ans plus tôt. Et le petit copion n'était pas là. Donc, j'ai eu un petit blocage. Et puis, une fois que ça m'est revenu, c'est sorti tout seul. Aujourd'hui, ça a été... Enfin, hier, ça a été... Oui, et vendredi, en plus, Bernard Clairfailly avait le copion pour ceux qui en avaient Voilà, besoin, hier, notamment oui. les nouveaux, et notamment en néerlandais. Alors, prêter serment français, néerlandais, certains l'ont fait qu'en français, certains l'ont fait en bilingue. Est-ce que vous avez réfléchi à ça avant, Sophie De Vos, le fait de le faire en 2 langues, dans votre cas? Non, moi, j'ai prêté serment en français. Puis, j'ai dit un petit mot dans les 2 langues. Voilà. Et vous, Vincent De Wolf? Ik ben bijna perfect tweetalig, iedereen Ouais. weet dat. Maar je prête toujours serment dans ma langue maternelle. Et pas nécessaire de montrer que je sais le faire aussi dans l'autre langue, me semble-t-il. Alors, est-ce que c'est utile ce screening des bourgmestres? On a vu, dans votre cas, Sophie De Vos, ça avait pris 3 mois dans les bureaux du procureur de roi. Et vous n'êtes pas la seule. Hein. C'était aussi Non, le il y cas a eu de Jean Spinette et Claire d'autres. Van de Viver. Claire Van de Vivereux, effectivement. Est-ce que c'est bien ce screening? Est-ce qu'il faudrait faire de même pour les échevins? Parce qu'on a eu cette semaine un échevin PS à Molenbeek, on a découvert qu'il avait un casier judiciaire et donc il a retiré sa candidature parce que les échevins ne sont pas screenés. Est-ce que c'est bien votre réponse, Sophie De Vos? Est-ce qu'il faut élargir ce screening? Je ne sais pas s'il faut élargir parce qu'on a eu un cas particulier d'échevin à Molenbeek. Ce qui est en tout cas certain, c'est qu'il faut accélérer la procédure parce que quand on a vu le temps que ça a pris la fois passée, mais il y a eu un screening de moi et un screening de Didier Gozon à l'époque et c'était comme ça pour chaque... Vous voulez dire c'est à cause de Didier Gozon? Mais que ça non, a pas pris du du tout. temps. Non, Mais mais donc, ce qui est vrai, c'est qu'ils ça a l'air- sont équipés pour le faire au moment des élections communales, Oui, mais mais oui. quand c'est en dehors des élections, Mais c'est c'est plus ça. compliqué. Ici, on arrive à le faire en deux coups de cuillère à peau pour pratiquement l'intégralité des bourgmestres très très vite. Et quand il y en a 3 qui partent en milieu de législature, ça prend entre 3 et 5 mois. Et vous, Vincent De Wolf, est-ce qu'il faut élargir aux échevins ce screening?
Mais il faut d'abord se rappeler les compétences actuelles des bourgmestres qui sont officiers de police administrative supérieure, qui peuvent incarcérer quelqu'un pour 12 heures, qui peuvent décider de la démolition d'un bâtiment. J'ai fait ça tout jeune. C'est la première chose que j'avais faite, c'était abattre une église, mais pas par choix, c'est parce qu'elle s'effondrait. On a des compétences qui touchent au pénal et au civil. On est quand même souvent averti de situations judiciaires avec l'accord du parquet dans ce cas-là. Donc c'est vrai que je trouve normal qu'il y ait un screening sur la personne. Est-ce qu'il faut l'élargir aux échevins? A priori, ce ne serait pas une erreur, puisque c'est nécessairement une ou un échevin qui remplace le bourgmestre en cas d'empêchement ou en cas d'absence. C'est normalement le premier échevin. À tout le moins, ça pourrait être fait pour la personne qui est amenée à remplacer de manière régulière le bourgmestre. Ça aurait une logique, me semble-t-il. Oui. Sauf erreur de ma part, pour l'instant, on peut avoir un casier et être élu échevin. Ici, c'est plus une question de moralité ou de choix, d'éthique. Oui, de toute façon, c'est la personne elle-même qui a décidé de retirer sa candidature. Oui, mais la loi n'interdit pas d'avoir un mandat en ayant un casier. Oui, mais donc, pour être clair, quand on entre dans la fonction publique, comme fonctionnaire, on doit fournir un casier judiciaire vierge. Alors, il y a toujours une appréciation par l'autorité administrative. Si on a 2 ou 3 petites infractions de roulage et dans des délais qui sont pas rapprochés de excès de vitesse modérés, des choses pareilles, on passe au-dessus. Ça dépend. Un élu, c'est pas un fonctionnaire. Non, mais un élu va avoir... vous savez, la loi communale dit qu'il y a une trilogie qui dirige l'administration et les fonctionnaires. Est-ce qu'il est normal qu'un élu ne soit pas soumis à ce genre de choses, à une réflexion au moins là-dessus, alors que les fonctionnaires qui travaillent avec lui ou sous son autorité indirecte le soient? Bon, c'est un débat. Ça veut dire pour vous que cette personne devrait démissionner aussi de son poste de conseiller communal, alors? Je parlais des échevins. Je parlais des échevins qui ont un rôle exécutif et qui dirigent l'administration de manière collective, ce qui n'est pas le cas des conseillers communaux. Un parti qui varie peut-être d'un parti à l'autre, parce que pour être candidat sur nos listes, on demande un certain nombre de documents aussi. Mais vous demandez un extrait de casier judiciaire vierge? Je pense qu'on demande un casier, oui. Sophie Devos, pourquoi les majorités ont-elles été si longues à mettre en place? Je pense, vous, au Derghem, on a attendu la dernière semaine pour savoir quel était votre partenaire, votre majorité absolue. Il n'y a aucune raison truculente, malheureusement. C'est tout simplement parce qu'on a commencé tard. On a commencé le 12 novembre, donc on a atterri très vite. Et pourquoi est-ce qu'on a commencé si tard? Parce que ça ne s'est pas mis pour des raisons privées de différentes personnes de commencer plus tôt. Donc ce n'est pas des raisons politiques? Aucune. Aucune. Vincent Douave, de manière générale, on voit quand même dans les communes où c'est compliqué. La preuve, c'est Scarbeck qui n'a toujours pas de majorité. C'est quand même historique, ça. Vous qui avez connu beaucoup de prestations de serment, beaucoup de mandatures, c'est quand même assez étonnant. Mais écoutez, c'est aussi, je dis toujours que femme ou homme politique, c'est avant politique. Donc pour s'entendre, pour faire des accords, pour se parler, il faut un lien de confiance, il faut se connaître, il faut se respecter. Et c'est pourquoi moi j'ai depuis toujours, fait des accords préélectoraux, mais toujours publics, et toujours communiqués à tout le public. Et toujours exactement proportionnel aux résultats, respectueux de la démocratie. Alors au début, quand j'ai fait ça, c'est un volet de bouclier terrible, en disant c'est scandaleux. Bon, depuis lors, certains le font, et dans ma commune, par exemple, j'ai rendu ça public bien à temps, début septembre, avec un courrier individuel signé par les 3 partenaires possibles futurs, avec les éléments... Si l'arithmétique le rendait possible. Et disant que, parce qu'on a en fait une formule mathématique qui injecte les résultats en voix des différents partis associés et qui permettent de déterminer ainsi les responsabilités de chacun de manière tout à fait démocratique. Si bien que nous, le soir même de l'élection, la répartition était faite. Mais ça a le mérite de la transparence, mais parfois ça ne prend pas en compte nécessairement le signal de l'électeur ou l'un des potentiels partenaires pourrait fortement baisser. Moi je trouve au moins ça a le mérite d'être clair envers l'opinion publique, c'est dit. Je pense que parfois il faut pouvoir changer selon ce qui sort des urnes, sinon ça veut un peu dire je ne tiendrai pas nécessairement compte. Mais nous sommes d'accord là-dessus, donc tout ça n'est possible que si c'est conforme à la démocratie. Et dans le cas d'espèce ici sur Etterbeek, c'était la coalition des gagnants. Je veux dire... Moi, je parlais de manière générale. J'ai encore augmenté mon score, les engagés ont doublé, les socialistes sont restés statu quo. Les autres ont diminué ou disparu. Donc,
C'était incontestable. Sophie Devos, dans votre cas, est-ce que vous regrettez finalement de ne pas avoir fait ce système-là? Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours dit depuis le début que je ferais confiance à l'électeur du début à la fin. Donc, il n'y avait absolument aucun préaccord dans ma commune. Et que mon but était de reconduire ma majorité absolue, ce que j'ai fait, et que, comme on l'a toujours fait depuis un certain nombre de législatures, par souci démocratique aussi, on ouvre notre majorité absolue à un partenaire. Et donc ce partenaire, après des discussions qui ont été finalement très rapides, puisqu'on a commencé que le 12 novembre, s'est avéré être le cartel MR engagé. Alors, il n'y a pas loin... Ce que moi j'ai toujours fait, même avec chaque fois 2 partis associés, en majorité absolue large. Ce qui avait fait dire à Jacques Simonet, toi t'es quand même un asticot, hein. Tu as une ceinture et tu veux encore des bretelles en plus. Ça c'était notre ami Jacques. Je voulais dire qu'on a 2 bourgmestres ici, évidemment, on parle des communes, mais on va quand même parler de la région aussi, parce qu'il s'est passé pas mal de choses cette semaine en la matière, et on va voir l'influence que ça peut avoir sur les communes. La région bruxelloise risque quand même d'être la dernière entité sans gouvernement. Alors, c'était une semaine agitée pour la région. Il y a eu la fuite d'une note de négociation de Groen promettant des fusions. Et il y a eu aussi un clair veto du PS contre la présence de la NVA du côté bruxellois flamand. Je vais vous faire écouter et voir la réaction mercredi matin dans Bonjour Bruxelles de Sietske van Acter, la ministre bruxelloise NVA du gouvernement flamand. Pour faire des gages au Parti socialiste, je dois être autour de la table, je dois pouvoir leur parler. Hein. Donc, c'est ça. C'est le cas aujourd'hui, vous parlez avec Ahmed Laouej ou pas? Je ne parle pas. Donc, il y aura donc, il faut être sérieux. Hein. On est presque 6 mois après les élections. Il faut être autour de la table, essayer de se trouver et de négocier. Ça va être difficile. C'est difficile pour mon parti aussi. Mais maintenant, c'est l'intérêt de Bruxelles qui compte et il faut trouver des solutions. Vous demandez à Ahmed Laouej de lever son veto aujourd'hui, très clairement? Je ne comprends pas son veto. Je ne comprends pas. Et tout ça a été confirmé le jeudi, puisque le jeudi, Elke van den Brandt a annoncé qu'elle avait un accord, notamment avec la NVA, avec un texte commun, effectivement. Jeudi, se sont vus, Elke van den Brandt avec la majorité francophone, PS et mairie engagée, et vendredi, David Lester annonçait relancer des pistes, tout en actant quand même le veto socialiste. On ne voit pas très bien quelle piste, mais en tout cas, il y a un veto socialiste, et Elke van den Brandt a annoncé sur BX1 vendredi soir que de toute façon, elle n'allait pas changer de coalition côté néerlandophone. Donc, on en est où? On peut revenir sur le veto. Le MR et les engagés ne voulaient pas du Team Fouad Haïdar, qui n'est à l'heure actuelle dans aucune majorité ni communale ni régionale, on verra à Molenbeek. La NVA a disparu du paysage communal, mais pas du paysage régional, mais le PS n'en veut pas. Alors comment on sort de ces vétos? Je posais la question d'abord à Vincent De Wolf. Ce n'est pas de ma responsabilité, je ne suis pas autour de la table. Et comment il y a moyen de sortir de ces vétos? J'ai toujours pour habitude de ne pas donner des leçons ou des conseils aux autres quand je n'y suis pas. Maintenant, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a femme ou homme avant politique et que pour y arriver, il faut se parler, il faut s'écouter, il faut échanger. Maintenant, il y a certaines choses dans la note qui a fuité. Moi, j'étais au Canada, avec le décalage horaire, ce n'est pas toujours évident, mais j'ai quand même vu les éléments de la note. Il y a des choses là-dedans qui sont quand même assez choquantes pour une bonne partie de la population bruxelloise, me semble-t-il. Oui, mais est-ce qu'un veto du PS, vous trouvez ça normal, ou bien vous trouvez qu'il doit aussi être accepté, qu'il y ait une discussion quand même à une table de négociation, même si la note est imbuvable? C'est compliqué pour moi de donner un avis sur une situation que je n'ai pas vécue. Je viens d'outre-Atlantique. Je ne sais pas s'il y a des éléments... Vous venez d'Etterbeek, pour être précis, même si vous je êtes viens passé par le d'outre-Atlantique, Canada. j'ai atterri hier matin. Et est-ce qu'il y a des éléments interpersonnels ou bien ponctuels ou politiques qui le justifient? À ce stade-ci, à mon niveau d'information, c'est compliqué de m'exprimer. Alors, il y a quelqu'un qui était moins prudent, c'est Charles Piquet dans la Libre de vendredi matin, qui lui disait, il y a bien une discussion avec le PTB, côté socialiste, pourquoi pas discuter avec la NVA? Sophie Devos, du côté des filles, on est très contre une participation de la NVA dans un gouvernement bruxellois. Oui. Mais quel est votre point de vue? Alors, on savait que la constitution de ce gouvernement allait être compliquée d'un point de vue mathématique, étant donné l'éclatement des
des partis néerlandophones au niveau du Parlement flamand. Ça, on savait. On savait que ça allait être compliqué à gérer, puisqu'on allait déjà avoir de toute façon 7 ou 8 partis, un petit peu de toutes les couleurs et de toutes les tendances. Maintenant, il y a un nouveau blocage qui arrive. C'est un blocage idéologique, parce qu'effectivement, la NVA n'est pas un parti pro-Bruxelles, que du contraire. C'est un parti qui veut la mainmise sur Bruxelles, voire sa disparition. Donc je comprends effectivement, et la note est totalement imbuvable pour la plupart des Bruxellois, comme vient de le dire M. De Wolf. J'ai lu comme vous l'article d'hier de M. Piquet dans le journal. Je pense que les communes ont besoin d'un gouvernement. Je pense qu'il y a un moment où c'est pas parce que on n'est pas d'accord avec la grande majorité de ce qui est dans cette note d'ailleurs qu'on doit refuser de ne fût-ce que parler. Et je rejoins Vincent sur cela. Parler ne veut pas dire former un gouvernement avec quelqu'un. Mais il y a eu tellement de clivages dans les 6 mois qui se sont écoulés qu'on n'a pas, comme autrefois, des hommes politiques qui sont capables de faire des efforts. On n'arrive plus à se mettre autour de la table et de faire des compromis. On a tellement clivé le débat que maintenant, il y a beaucoup de ressentiments de part et d'autre. Et on a aussi entendu qu'au départ, M. Leistert avait quand même particulièrement crispé les échanges au départ. Avec Voilà. les néerlandophones, vous voulez dire. Mais moi, j'entends quand même une bourgmestre des filles qui dit qu'il faut aller à la table avec la NVA. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller au gouvernement, mais ne fût-ce que refuser d'écouter. Voilà. Stéphanie Meyer. En tout cas, moi, depuis que je suis la politique bruxelloise, ça fait quand même un moment. C'est la première fois qu'on a un blocage comme ça, blocage des institutions. Et ce qui est étonnant, c'est que, dans mes souvenirs, c'est dans les années 90, quand le Vlaams Bloc, à l'époque, qui était piloté par Johan Dummel, l'ancien commissaire de Schaerbeek, on croyait qu'il allait monter très fort et qu'il allait avoir plus de 50% des sièges néerlandophones et bloquer les institutions. Donc on a eu très peur de ça. Puis après, il y a une dizaine d'années, on a eu très très peur que ce soit la NVA qui ait 50% des sièges néerlandophones et qui bloque les institutions. Finalement, on se retrouve avec une NVA qui n'a que 2 sièges sur 17 et ça bloque, mais du fait de ce refus d'avancer dans les négociations. Donc finalement, on n'avait pas envisagé ce cas de figure-là, finalement, de morcellement, comme vous parlez, des différents partis néerlandophones, mais qui arrivent finalement au même résultat, c'est que pour l'instant, la région ne s'est plus avancée. Romuald Lamorté. Oui, plusieurs petites choses. J'entends que la note serait peut-être imbuvable pour la population. Moi, je pense qu'elle est plutôt imbuvable pour les politiciens et politiciennes francophones, pour la classe politique francophone dans son ensemble. Je ne suis pas persuadé, mais je peux me tromper, que la population, qu'elle soit francophone ou néerlandophone, trouve que toute la note est imbuvable là-dessus. Ensuite, c'est le problème des exclusives. Et vous avez dit, MR engagé, on fait une exclusive sur Fouad Haïdar. Le PS n'était pas fan non plus de les avoir autour de la table. Et puis maintenant, le PS fait une exclusive sur la NVA. Il y avait aussi des partis flamands qui n'étaient pas pour Fouad Haïdar. Et donc, à un moment, dans ce petit jeu des exclusives, on ne va jamais y arriver. Alors, je sais que le Parti socialiste est très friand de ramener le CDNV autour de la table. Le CDNV, c'est un député, Benjamin Dalle. La NVA, c'est 2. Donc, entre guillemets, ils sont plus légitimes de venir que les autres. Donc déjà, le Parti socialiste peut-être a parfois du mal à encaisser qu'il n'est plus à la baguette et qu'il n'est plus le premier parti bruxellois. Et je pense que ça ne sert pas les intérêts, ils vont plutôt servir les intérêts de la NVA, à vouloir se battre contre elle pour dire, mais regardez, Bruxelles, ça ne va pas, on n'arrive pas à gouverner, cette Belgique ne marche pas. Et je pense aussi qu'Ahmed Lawège est quelqu'un d'intelligent, et qu'en faisant ce qu'il fait, il met dans une position délicate David Leistert, qui est candidat pour prendre la ministre-présidence de Bruxelles, membre du parti du MR, et je pense que ce n'est pas anodin non plus, parce qu'ils savent d'un côté qu'on ne pourra pas vraiment trouver une autre majorité, et donc ça patine. Et pourquoi ça patine? Ça patine pour El Van den Brand et David Leistert, qui ne sont pas les meilleurs amis d'Ahmed Lawège. Alors, une question quand même aux 2 bourgmestres qui sont ici. Le fait de ne pas avoir de gouvernement régional depuis 5 mois et demi, on va arriver à fin d'année, il y a un budget l'année prochaine, il y a des choses qui devraient être débloquées. Sophie Devos, qu'est-ce que ça change pour vous? Il y a des dossiers qui sont complètement bloqués. Par exemple, le dossier WIPOL, au niveau de l'ensemble des communes bruxelloises, c'est l'informatisation des pouvoirs locaux qui devait être financée majoritairement par la région. Et on ne sait pas si les sommes vont être disponibles. Donc il y a un certain nombre de communes qui se sont engagées dans une réinformatisation de tout leur système, d'une partie de leur logiciel. C'est votre cas? Une partie, oui, pas nécessairement.
on a donc arrêté d'investir dans des anciens systèmes. Et là, on se dit que peut-être il n'y aura pas la moindre enveloppe. Et en tout cas, s'il y en a une, on ne sait pas quand elle arrivera. C'est le cas pour d'autres subsides également. Et chez vous, Vincent De Wolf et Mais, j'ai toujours dit, les compétences des communes et de la région sont en miroir. Ce sont exactement les mêmes compétences. C'est pourquoi, on ne va pas refaire le débat, j'ai toujours estimé qu'être avec un pied dans une commune et un pied au Parlement, ça avait quand même beaucoup de pertinence pour bien savoir de quoi on parle. C'est ce qui est encore possible en Wallonie à 25% et totalement en Flandre. Soit, je ferme la parenthèse. Mais je parle de ça parce qu'on est indissolublement clipsé et lié avec la région. La plupart de nos politiques sont subventionnées, ou c'est des contrats de quartier, ou ce sont des projets qu'il faut introduire pour être éligible et on reçoit l'argent pour le co-gérer avec la région, etc. Alors, évidemment, tout ça entraîne aujourd'hui des retards qui sont quand même, qui deviennent extrêmement difficiles. C'est le cas de la propreté, c'est le cas de l'informatique, c'est le cas du personnel, c'est le cas des espaces verts. Donc, dat kan niet blijven duren, pour le dire de manière néerlandophone. Il faut évidemment que le gouvernement sorte. Je ne dis pas que c'est facile et je ne critique personne en disant ça, mais il y a, je pense, vu la situation budgétaire de la région, que nous, dans mon parti, et que moi, comme chef de groupe à l'époque, déjà, j'avais tensé et critiqué ce qui a continué à être fait par David Leister, on n'a jamais eu une situation aussi dramatique que ça au niveau de la région. Ils vont devoir approuver les budgets des communes, et ils ne sont même pas capables, eux, aujourd'hui, d'avoir un gouvernement. Donc, mais est-ce que le collège des bourgmestres pourrait, par exemple, à un moment donné, lancer un appel en disant « Nous voulons un gouvernement régional » sans parler, effectivement... Vous voulez parler de la conférence des bourgmestres? La conférence des bourgmestres, pardon. La conférence des bourgmestres, c'est une vieille dame qui existe depuis 1836 et qui se réunit 2 fois par mois. Et vous dites toujours tous qu'elle marche si bien, qu'il n'y a pas besoin de fusionner parce qu'elle marche très bien. Alors c'est peut-être l'occasion de montrer que vous avez quelque chose à dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fusionner parce que ça marche si bien. Je dis que, heureusement qu'il y a eu les bourgmestres au moment de la période Covid. Il faut quand même avoir le courage de le dire. Oui, d'accord. Non, monsieur, non, ça, je suis désolé, mais je le dirai. Parce que, non, je le dirai. Je l'ai vécu. Non, je l'ai vécu sur le terrain. J'ai vu des situations où le morcellement de la santé publique au niveau fédéral et communautaire a empêché de protéger les gens. Et c'est bon que les bourgmestres bruxellois aient pris leurs responsabilités et les faits, parce que ça aurait été bien plus dramatique. Ça mérite d'être dit. Ça touche les gens et c'est la réalité du terrain. Mais ici, j'entends que ça va toucher aussi. Alors oui, la conférence des bourgmestres, mais je ne vois pas la conférence. La conférence des bourgmestres, elle a été créée, je n'y étais pas, évidemment, mais pour ce qui est d'intérêt intercommunal, de permettre à chaque mandataire d'introduire un point à l'ordre du jour qui concerne normalement aussi d'autres mandataires. Ce n'est pas normalement le rôle, et je suis actuellement président en exercice, de mon point de vue, ce n'est pas le rôle de la conférence de faire un appel politique de ce type. Je pense qu'on n'a pas vraiment la compétence pour budgétaire. ça. Les agences de notation vont redonner un avis en oui. février, et donc la région pourra emprunter à des taux encore qui sont moins avantageux. Donc, à un moment, Bruxelles, et du moins ces politiques qui sont aux manettes de la négociation, doivent vraiment se réveiller. On en reparlera. On passe à présent à nos têtes d'affiche. Je vous propose à tous les deux des personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de les commenter votre choix, en bien ou en mal. Sophie De Vos, je commence par vous. 4 vedettes de la semaine. Françoise Kepmans, qui a abandonné la vie communale à Molenbeek. Ou alors Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, arrêté à Alger. Thierry Neuville, un Belge champion du monde de rallye. Ou enfin Philippe Lamberts, l'ex-député européen écolo, qui conseillera désormais Ursula von der Leyen. Alors, qui choisissez-vous, Françoise, Boualem, Thierry ou Philippe? Eh bien, par solidarité féminine, je vais prendre Françoise. Donc, par sororité, voilà. Vous choisissez Françoise Kepmans. Voilà, qui a quand même marqué une époque et qui, en tout cas, moi, c'est toujours quelqu'un, même si on n'était pas dans le même parti, que j'ai trouvé constructive et capable de dialogue. Et voilà, je trouve qu'elle a fait une jolie carrière. Et elle a fait finalement le choix inverse de Vincent De Wolf, puisqu'elle reste députée bruxelloise et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, et lui a plutôt choisi la commune. Il faut dire que lui est bourgmestre et elle est hors de la majorité. Vincent De Wolf, je vous en propose 4 autres. Tout d'abord, Raja Mawan, qui récupère un siège de conseillère communale à Bruxelles au détriment du MR. Le prince Laurent, qui veut obtenir un statut d'indépendant. Nawal Benamou, qui récupère elle un rôle d'échevine à Bruxelles après avoir été secrétaire d'État. Ou Jean-Pierre Martin, privé d'une signature à la FNAC pour son livre « Allah n'a rien à faire dans ma classe ».
Qui choisissez-vous, Raja, Laurent, Nawal ou Jean-Pierre? Alors, Nawal Benamou, ben voilà, c'est pas quelqu'un qui est de mon parti, mais j'ai apprécié son ouverture, son engagement. On n'a pas toujours été d'accord sur tout, mais elle a, par exemple, je trouve, efficacement aidé les communes qui le souhaitaient en donnant des moyens sur base d'un projet à introduire pour engager un ou une juriste chargée du logement, ce que j'ai fait. Ouais, moi C'était le bon secrétaire d'État. Et d'autre part aussi, donc, en matière d'expropriation, entre guillemets, donc le droit de gestion publique pour ceux qui abandonnent de manière vraiment scandaleuse sans entretenir un logement au mépris de la santé des personnes. Oui, moi, j'ai travaillé avec cette personne en bonne intelligence. Je trouve qu'elle a fait du bon boulot, oui. Apparemment, vous avez l'air d'accord, Sophie De Vos. Oui, j'ai bien collaboré avec elle également. 5 infos qui vous ont ravi ou énervé. Tout d'abord, la météo plutôt douce depuis quelques jours. Là, ça se rafraîchit de temps en temps, mais c'est une météo un peu particulière. Le Bitcoin qui est passé à 100 000 $. J'espère que vous avez tous placé de l'argent là-dedans. Un premier cessez-le-feu au Liban entre Israël et le Hezbollah. La COP29 décevante en Azerbaïdjan, à Bakou, selon les associations climat, ou encore la commission von der Leyen validée par le Parlement européen, malgré la présence d'un commissaire italien d'extrême droite. Je vais commencer par vous, Vincent De Wolf. Quelle info voulez-vous commenter? Mais je voudrais mettre en avant le cessez-le-feu en espérant... Tu voulais le dire? Mais oui, bien sûr, c'est tellement le plus important, me semble. Oui, mais voilà, je suis la question qui m'est posée et je le pense très, très profondément parce que on accueille encore sur notre territoire des jeunes qui ont été exfiltrés en dernière minute de ce conflit. C'est des choses terribles. Et donc voilà, j'espère que ce cessez-le-feu sera un vrai cessez-le-feu, que ça va vraiment aider et que ça va soulager les populations. Pour moi, c'est une nouvelle majeure dont il faut se réjouir, oui. Et c'est une première étape. Avant 2 autres, c'est le feu qu'on attend, celui à Gaza et celui en Ukraine. Exact. Je vais commenter la météo. Oui. Alors, vous voulez devenir représentatrice météo? Non, pas du tout. Mais je vais faire un lien avec mon programme. On va se lancer dans véritablement un certain nombre de... Enfin, on l'a déjà fait pendant les législatures passées, mais je pense que les défis climatiques sont véritablement importants. On les vit de plus en plus. On va faire un plan inondation en Dorem d'ailleurs. Quand on voit ce qui s'est passé à Valence, on a l'impression que ça n'arrête plus. Et donc, je pense qu'il a plu pendant 8 mois ici en Belgique. On est encore fortement épargné, mais je pense qu'on ne peut plus attendre. Et au niveau local aussi, on peut agir et rendre les territoires plus résilients. Avant de parler de notre sujet suivant, j'aimerais, Vincent De Wolf, revenir sur votre voyage de la semaine, puisque vous êtes parti au Canada. Donc voilà, je le révèle. Mais qu'est-ce que vous faisiez au Canada? Eh bien, écoutez, quand on va 5 jours au Canada, voyage compris avec 2 jet lags, c'est pas pour faire du tourisme, mais pour s'amuser. J'avais mené une délégation parlementaire, merci pour la question, à Lisbonne sur la question de la drogue, qui m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est un grand danger pour la région bruxelloise et pour les grandes villes européennes. Je sais, comme beaucoup le savent, que la situation est pire à New York et à Montréal ou dans le Québec. Et que donc, comme ils sont en général en avance sur nous dans certains sujets comme celui-là, ce que j'avais découvert au Portugal avec l'Office européen des drogues, j'ai été avec la zone de police que je préside pour le moment, sur place, rencontrer des agents de quartier, les patrons de la sûreté canadienne et aussi les responsables à tous les niveaux de la police de Montréal. Et qu'est-ce que vous avez découvert de plus fort là-bas? Que j'ai découvert là-bas, ce n'est pas des choses agréables à dire ni à vivre, parce que j'étais là-bas en espérant pouvoir trouver des solutions qu'on pourrait implémenter sans attendre sur Bruxelles. C'était ça mon but. Et je reviens sans véritable solution, en tout cas pratique, immédiate et simple. Donc le fentanyl, qui est ce médicament qui a été détourné de sa fonction, qui permettait d'endormir des grands animaux comme les chevaux, par exemple, pour une intervention chirurgicale, qui a été aussi trafiqué avec d'autres drogues qui sont mélangées. Aujourd'hui, on en est en Amérique du Nord et à Montréal à avoir des jeunes de 15 ans, 17 ans qui, en prenant une fois un cachet pour essayer, meurent tout de suite par étouffement. Là, il y a des solutions par rapport à ça? C'est terrible. Alors,
par rapport à ça, non, vous prenez le cachet, vous êtes mort. Par rapport à ça, ceux qui le prennent un peu plus souvent et qui donc passent le cap de la dangerosité font des overdoses. Ils ont trouvé un produit, un puff qu'on met dans le nez, qui arrête complètement le système. Une espèce de contrepoison. Un contrepoison, qui n'existait pas, mais qui vient maintenant. J'étais heureux de voir ça. Mais le problème, c'est que ceux qui se laissent tenter, qui ne prennent qu'une seule fois un cachet, et s'ils n'en meurent pas tout de suite, sont tout de suite dans une addiction totale. Ils ne savent plus en sortir. Il n'y a pas apparemment de traitement aujourd'hui. Et donc les services sociaux, les services médicaux et les services de police que j'ai rencontrés, j'étais sur le terrain avec des agents de quartier, comme on dit chez nous, l'agent communautaire, comme ils disent là-bas, qui font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour sauver ces gens. Mais ces gens sont tellement attachés à cette saloperie qu'ils recommencent tout de suite après. Et donc ça, c'est vraiment terrible. Ce sera pour moi un élément d'union qui doit faire la force dans le pays, dans les régions, dans les communes, avoir un plan, pour avoir un plan par rapport à ça. Et donc pour eux, c'est de la prévention. C'est par rapport aux jeunes, aller vraiment très tôt dans les écoles, montrer des exemples, expliquer. N'essayez pas une seule fois. Parce que c'est pas comme se piquer. Hein. Se piquer, c'est encore plus difficile, je vais dire, de faire le cas. Oui, ça je peux. Alors là-bas, c'était mignon parce qu'ils ont parlé aussi de l'historique, de la police canadienne, etc. Et ils ont expliqué qu'ils ont défusionné, après avoir fusionné les zones de police là-bas, par un référendum dans différentes localités autour de Montréal, parce qu'il y avait une insatisfaction de la population. Voilà. Mais moi, je disais ça parce qu'au niveau, donc, évidemment, de cette fameuse supernota dont un certain nombre d'éléments sont imbuvables, il y a les fusions des zones de police et comme des CPS, mais clairement, au niveau des zones de police, on fait du travail de proximité. Nos policiers connaissent parfaitement bien notre terrain et on travaille main dans la main avec les services de prévention, avec nos jeunes. On a vu qu'il y a quand même du boulot, même s'il y a de la proximité. Ce n'est pas avec une énorme zone que ça ira mieux. Il faudrait déjà remplir le cadre. Que Vincent Dehaul, vous aurez l'occasion d'un peu davantage expliquer de ce que vous avez vu au Canada à d'autres occasions. Maintenant, je voulais parler de cette grève de mardi des enseignants. Une grève très bien suivie, une manifestation qui a réuni à peu près tous les secteurs de l'éducation. Et je voulais un petit peu savoir, d'abord, la manifestation était assez, Stéphanie Meyer était assez importante, hein, on a été surpris de son ampleur. C'est-à-dire que dans l'enseignement, il y a toute une série d'écoles qui font rarement grève, et ici, même ces écoles-là se sont mis en grève. Donc, c'était pas une grosse manifestation, mais il y avait il n'y avait pas de manifestation, il y avait des piquets de grève devant les écoles et on en a eu quand même une centaine, je pense, dans la région bruxelloise. Donc c'était un mouvement qui était assez suivi puisque ça fédérait toute une série finalement d'inquiétudes au sujet de l'évolution de l'école et des projets qui sont amenés. Beaucoup d'acteurs aussi différents, les organisateurs, les différents réseaux, les enseignants, même des parents qui partagent des préoccupations. Moi, ce qui m'a surpris, c'est un peu le fait que c'était assez unanime en fait, entre les différents acteurs du monde de l'enseignement, de faire passer un message à Valérie Glatini et une telle solidarité entre ces acteurs qui ont parfois des points de vue et des objectifs différents, c'est quand même à saluer et c'est pas... Je pense que c'est un signal qu'il faut prendre en compte. Alors, Sophie Devos, dans l'enseignement communal, est-ce que les éléments remontent par rapport aux différents projets qui existent au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Ils étaient tous en grève aussi, oui. Mais si je peux commenter ce sujet, je me souviens très bien de Madame de Grise à l'installation de son gouvernement qui avait annoncé, c'était tellement gros, mais que je m'en souviens bien, qu'elle ne ferait pas d'économie dans les valeurs, dans les missions essentielles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qu'elle couperait dans les gaspillages, les doublons et les redondances. Donc déjà, il fallait admettre qu'il y ait encore des doublons, des gaspillages, des redondances dans ce budget en 2024. Et puis, force est de constater qu'on coupe quand même, évidemment, dans les missions essentielles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, je comprends les profs qui sont inquiets. Ils ont besoin de stabilité. Nous avions supporté tout à fait le pacte d'excellence, mais il n'est même pas encore complètement implémenté. Et je suis d'accord qu'il faut terminer de l'implémenter, qu'il y a déjà des nouvelles mesures qui sont annoncées, pas des moindres. On touche au statut. Vous aimeriez qu'on touche à votre statut demain. Des mesures qui vont rendre le métier moins attractif, alors qu'on sait qu'on est dans une pénurie par rapport à ce métier. Donc, je comprends vraiment que les profs aient besoin de stabilité et se sentent particulièrement inquiets. Du côté de Valérie Glatini, Vincent Dehaulf, on a dit qu'il y avait beaucoup de fake news, qu'on avait parlé de projets qui n'étaient pas encore même sur la table. Chez vous, comment ça se passe au niveau de l'enseignement ? Alors, deux choses. D'abord, Valérie, je la connais bien.
C'est une dame pour qui j'ai beaucoup d'amitié et de respect. C'est quelqu'un qui est loyal et qui est honnête. C'est mon sentiment et c'est ma conviction et mon constat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je connais fort bien la situation des enseignants, version actuelle et version ancienne. Et il faut quand même reconnaître que quand, comme jeune femme ou comme jeune homme, vous voulez vous lancer dans l'enseignement, il faut beaucoup de courage aujourd'hui. Parce qu'avant d'être nommé, vous devez accepter des charges partielles. 2 dixièmes là-bas, 3 dixièmes là-bas, 4 dixièmes ailleurs, dans des zones qui sont différentes. Si en plus vous n'êtes pas à Bruxelles, vous devez prendre le train parfois de tous les côtés, et vous n'êtes pas payé pendant 2 mois, les 2 mois d'été. Il faut dire ça, on ne sait pas ça. On est payé en 10 douzièmes. Okay, et vous devez attendre 4, 5, parfois 10 ans avant d'avoir le nombre de jours d'ancienneté, le nombre de candidatures nécessaires pour pouvoir être nommé. Et donc, si vous voulez à ce moment-là obtenir un emprunt pour acheter une maison, pour faire un investissement, pour vous loger, les banques refusent parce que vous n'avez pas un statut suffisamment stable. Alors, l'idée ici, c'est de dire, mais je ne suis pas associé aux détails des choses, je n'ai pas de connaissances autres que ce que je peux entendre, lire et voir, mais en arriver à un contrat à durée indéterminée tout de suite, je pense que c'est une progression pour les enseignants. C'est sauf erreur la même situation que ce qui existe dans le libre. Et quand vous avez un contrat à durée indéterminée dans une structure, par exemple communale ou autre, eh bien là, au niveau d'une banque, vous êtes considéré comme solvable et on peut vous aider. Oui. Deuxièmement, vous avez tout de suite ce contrat et vous êtes payé directement 12 sur 12. Je n'ai pas commencé à penduler de tous les côtés. Je sais que le nombre de jeunes entre 23 et 30 ans qui ont abandonné l'enseignement pour ce motif d'instabilité est quand même important. Alors, la stabilité de l'emploi, je termine. Aujourd'hui, toujours encore une fois pour bien connaître ça juridiquement, dans le système actuel, 2 évaluations négatives d'un enseignant nommé, suivi d'une 3e, c'est dehors. Et c'est dehors sans préavis. Donc, il ne faut pas croire que la situation aujourd'hui est nécessairement meilleure que quelqu'un qui a un contrat de durée indéterminée. Les écoles d'Etterbeek n'étaient pas en grève? Alors, les écoles d'Etterbeek étaient fort peu en grève. Je ne l'ai pas suivi au day-to-day pour le motif que vous savez. Pour raison, vous n'étiez pas. Mais je sais en tout cas que, à titre individuel, les personnes, si on peut leur promettre un contrat à durée indéterminée avec les règles qu'on connaît d'indemnité et de préavis, ça donne tout de suite une garantie qui est supérieure à la période de quelques années. C'est pas ce qu'on a entendu mardi, de manière générale, me semble-t-il. C'est possible, mais je vous réponds à la question que vous posez. Moi, je connais beaucoup d'enseignants, j'aurais téléphoné avant de venir ici. Le statut, c'est pas que ça qu'ils dénoncent, c'est beaucoup de revendications des syndicats. Le statut, c'est important pour eux, parce qu'il y a toutes ces années de galère qu'a très bien expliqué M. De Wolf, et c'est un compromis avec des droits à la pension augmentés. Mais il n'y a pas que ça. J'ai beaucoup d'enseignants qui disent, mais on a peur de fermer certaines options dans le qualifiant, on pense que les mesures ne sont pas toujours les bonnes, en retirant quelques heures de cours, on n'a pas nécessairement la garantie, même si on promet de cabinet de la ministre. C'était prévu dans le pacte d'excellence. C'était prévu et ça avait été approuvé, notamment par le Parti socialiste qui maintenant fait semblant qu'il ne connaissait pas la mesure, tout à fait. Mais le fait de l'implémenter alors qu'on ne sait pas si on va retrouver ces quelques heures, personnellement, sur un horaire complet, vous avez 20 heures, vous retirez 3 à 5 heures, Jean-Jacques, voilà, vous voyez vite les conséquences que ça va avoir. Et il y a un autre souci qui m'a été pointé par beaucoup d'enseignants, beaucoup ont choisi de faire un master complémentaire pour, dans ce fameux barème 501. Et qu'est-ce qu'on leur dit maintenant? On leur dit, vous allez devoir travailler 5 heures de plus pour garder le même niveau de rémunération. Et ça, c'est très grave. Parce que ça fait passer quoi comme message? Vous ne travaillez pas assez. Alors, je pense que quiconque a travaillé dans l'enseignement, et pour avoir moi-même été dedans, on ne peut pas dire ça. C'est un boulot excessivement compliqué. Et ça veut dire... C'est pour ça que vous êtes devenu journaliste. Non, parce que je suis encore de manière partielle. Ce sont des métiers compliqués. Ça fait renvoyer quand même le message de... En fait, vous pouvez trouver le temps. Moi, j'ai des enseignants qui m'ont dit, Romuald, je ne peux pas trouver ces heures-là. Je travaille déjà tellement en rentrant chez moi. Les week-ends, pour bien préparer mon cours, ce n'est pas possible. Et ça, c'est dangereux parce que ça fait passer le message que les professeurs, sont peut-être déjà trop payés, qu'ils devraient bosser un peu plus. Je pense que ces enseignants, et qu'on voit le nombre de personnes qui partent après 5 ans, demandent juste d'être respectés et valorisés pour ce qu'ils font. Très bien, je crois qu'on a déjà bien lancé ce sujet, on en reparlera certainement. Les commerçants, eux, se plaignent du manque de rentabilité de leurs activités. Certains sont obligés de fermer leur exploitation, notamment dans l'ORECA.
pourrait pointer le cas du restaurant Le Vieux Boisfort, dont David Lester est un des actionnaires. D'autres ont dû passer par la case reprise. C'est le cas de la librairie Filigrane. Reportage de Myriam Ladissi, Arnaud Dazeler et Laurence Pacciaretti. L'odeur des livres, mais surtout celle du changement. Pour les habitués, comme Modeste, c'est sûrement l'un des tout derniers cafés avenue des Arts avant le déménagement. On m'a dit ça aujourd'hui et franchement, moi je leur ai dit, est-ce que vous aurez un espace assez grand qu'ici? Ils me disent, c'est peut-être moins, mais on n'a pas de choix. C'est un dépaysement, hein. Pour moi, je suis habitué, je viens toujours ici. Et c'est à 800 mètres de là, boulevard de Waterloo, que la librairie va s'installer en février, juste à côté des magasins Mayfair. Et ce n'est pas par hasard, puisque c'est le propriétaire de ce concept store, Mehmet Sandoura, qui reprend les librairies Filigrane. Son offre a été plébiscitée par 80% du personnel, face à celle d'un groupe de 4 autres investisseurs. Et du côté des employés, c'est la fin d'un long tunnel d'incertitude. Il y avait du bon dans les deux projets, honnêtement. Mais voilà, c'est vrai que du côté de Mayfair, c'était un peu plus clair. Déjà, il y avait un local et je pense que ça a beaucoup joué. En plus, on est un peu plus de 800 mètres d'ici. Donc pour la clientèle, ça ne va pas changer grand-chose dans l'immédiat. Ça fait quand même plusieurs mois, voire plusieurs années en fait, qu'on est un peu dans l'incertitude. Cette histoire de reprise, ça nous a un peu tombé dessus d'un coup. Donc voilà, là on en vient à bout, c'est le début d'une nouvelle aventure. Au total, 31 des 45 travailleurs seront repris. Emma en fait partie. Elle travaille ici depuis 2015 et pour elle, ce changement est une manière d'aller de l'avant. Le lieu commence à être chargé d'énormément de choses au bout de 3 ans comme ça compliqué. Un déménagement dans un lieu qui existe déjà, où il y a une équipe qui existe déjà, ça va permettre, je pense, vraiment de remettre le magasin à flot, l'ambiance au beau fixe et continuer sereinement et recréer quelque chose surtout. Pour recréer quelque chose, 1,5 million d'euros seront investis par le repreneur. L'autre adresse, située sur l'avenue Louis-le-Poutre à Ixelles, ne bougera pas. Celle de Knock disparaît. Le transfert des activités est prévu pour ce dimanche 1er décembre. Alors comment aider des commerçants à s'en sortir? Qu'est-ce qui est prévu au niveau des communes? Est-ce que les communes ont une certaine marge de manœuvre? Vincent De Wolf d'abord. Oui, donc nous, on a été fort frappés. Quand je dis nous, c'est la commune, les commerces, les métiers comme les coiffeurs, esthéticiens, cordonniers, les petits métiers artisans, etc., tout autour de Schumann, jusque la chasse, etc. Parce que le Covid a changé totalement la manière de travailler dans les grandes entreprises, énormément du côté de la communauté européenne. Énormément dans les grandes entreprises bancaires et autres, qui fait que rares sont les personnes qui travaillent encore plus que 3 jours par semaine, et parfois c'est juste 2 jours par semaine. Ça veut dire que place. Beaucoup de commerces ont fermé à être. Ah oui, tout à fait, donc qui ont été en grande difficulté. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti 1 200 000 euros du budget qu'on a mis sur la table. On a créé les chèques Broubel, donc l'idée c'est de créer une monnaie locale qui ne peut être dépensé que dans des commerces locaux qui sont partenaires. On en a 160 qui sont partenaires. On paye nos primes à la rénovation dans plein de domaines par ce système-là. On a créé une agence immobilière commerciale. L'idée étant, par exemple pour la chasse, de pouvoir, comme collectivité locale, pousser à une diversification des commerces. Comme quand j'étais gamin, que j'habitais à la chasse, je n'ai pas fait le relevé de ce qu'il y avait, mais il y a des commerces là qui ont disparu. Et donc, on donne une prime qui est quand même de 27 000 euros sur 3 ans d'aide au paiement du loyer. Mais on conditionne cette prime à un accord avec le propriétaire pour qu'on soit associé au choix du commerce qui va reprendre, avec un critère durable, avec un critère... Est-ce que tous ces éléments fonctionnent? Est-ce que ça fait en sorte que les noyaux commerciaux existent encore? Alors, nous ne sommes pas magiciens. Mais en tout cas, sur le noyau commerçant de la chasse et d'Antoine, même si d'autres commerces, entre-temps, sont en difficulté ou ont fermé, on a une bonne vingtaine de commerces qu'on a pu comme ça réimplanter grâce à ce système. Et chez vous, Sophie De Vos? Mais donc, il y a effectivement quand même beaucoup de leviers au niveau des commerces qui sont au niveau régionaux et fédéraux. Il faut quand même dire ce qui est. Et la commune peut en plus venir aider ces commerces, mais ça ne fait pas partie de ses compétences à la base. Donc nous, ce qu'on a fait pendant le Covid, c'est qu'on a exonéré les commerces de la part
communal du précompte immobilier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voulait vraiment faire parce qu'il y avait ces commerces qui étaient fermés complètement. Et puis sinon, on a instauré véritablement une ambiance fiscale particulièrement propice. Il n'y a pas de stationnement payant à Oudergem. Quand j'étais chez des commerces, j'ai supprimé la taxe sur les enseignes, j'ai supprimé la taxe sur les terrasses. Il y a donc énormément de facilités pour venir s'installer à la base, en fait, à Oudergem. Alors, par rapport à la chaussée de Wavre, par exemple, qui est quand même l'artère principale commerciale d'Oudergem, je constate que des commerces ouvrent et que des commerces ferment, mais j'ai j'ai un tableau de suivi depuis maintenant plus de 10 ans et je reste à 25% de surface vide, je reconnais. Mais ça ne monte pas, ça ne diminue pas. De temps en temps, il y en a un qui s'installe et qui reste donc que c'est stable. Voilà, c'est relativement stable. Oui. Effectivement, peut-être que le commerce communal le tient peut-être mieux que d'autres comme noyaux commerciaux. Partout, les commerçants sont évidemment victimes des ventes par Internet. Oui, bien sûr. Romuald Lamorté. J'ai pas de solution miracle, mais ce qui est sûr, c'est qu'on en parle depuis longtemps. Je veux dire, on sait tous ce que le Covid a fait au niveau de l'Horeca. En 2020, on disait déjà que les 10 dernières années, Bruxelles avait perdu 10 000 commerces. Et j'ai lu un rapport de Perspective Bruxelles qui disait que le nombre de commerces n'a fait que descendre depuis 1950. Et donc, c'est une problématique qui existe avec le développement de l'e-commerce également. Et je pense qu'on va vers quelque chose, le mouvement va se prolonger. Je pense que les différentes autorités font un peu du mieux qu'elles peuvent. Et nous, on va vers les coups de cœur. On commence avec vous, Stéphanie. Vous vouliez nous parler d'une animation, d'un dessin animé, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Un film d'animation, une série d'animation. Donc, moi, je suis assez fan de tout ça. Et donc, en fait, sur Netflix, je regarde avec mes enfants. Eux, ils regardent pour la trame, Arcane, et moi, je regarde pour les décors de cette série, qui est pétrie d'images art déco, art nouveau. Ce sont des décors qui ont été faits, peints à la main, numériquement, mais enfin faits à la main. Et c'est assez impressionnant, je trouve. Il y a un Bruxellois qui a participé à Arcane. Alors, on a Stromae qui a fait la dernière chanson pour la fin de la série. Mais je trouve que, mais je trouve que, enfin, ces décors, ça vaut quand même vraiment la peine d'y jeter un œil. Donc ça s'appelle Arcane et c'est sur la plateforme Netflix. Et vous, Romuald Lamorté, vous voulez nous parler d'une exposition? Ah oui, moi je suis un grand fan de BD depuis que je suis tout petit. Et depuis vendredi jusqu'au 25 janvier, une exposition sur Boulet Bill, donc avec le dessinateur Jean Robat. Ça sera à la galerie Huberti et Brain. C'est une exposition qui est gratuite et qui va... Excel, place du Châtelet. Tout à fait, et qui va permettre de dévoiler plus ou moins une centaine de planches originales qui n'ont encore jamais été dévoilées. C'est un peu l'occasion de redécouvrir l'humour de Boulet Bill, un peu de ce duo qui, en tout cas moi, personnellement, a bercé une partie de mon enfance. À propos de BD, cette semaine, on a vu le Naughty Poulpe, Place Poulart, qui était dessiné par Françoise Keuten. Et toutes les esquisses de ce Naughty Poulpe se trouvent à la galerie Champaca, qui est tout près de la Place Poulart. Et moi, je voulais parler aussi d'une BD, Romuald. Ça s'appelle L'Armée des Ombres. Alors, au départ, c'est une œuvre, c'est un roman de Joseph Kessel sur la Résistance. Mais là, c'est une bande dessinée. Et plutôt très bien dessinée par Emmanuel Moineau et très bien scénarisée, c'est-à-dire adaptée par Jean-Denis Morvan. Et c'est publié aux éditions Phileas. Je vous recommande cette œuvre. C'est une œuvre sur la Résistance. Il y a notamment le chant du partisan que Joseph Kessel a écrit. Merci de me féliciter. Et, rapidement, Sophie Devos, d'abord, le week-end, ce dimanche, une petite balade au Rouge-Cloître comme d'habitude ou bien autre chose? Alors, pour ce dimanche, je pensais... Oui. Moi, je vous avais proposé le village de Noël, donc ça, c'est un petit peu plus tard. Il y a déjà le village de Noël. Oui. Donc, moi, je voulais vous parler... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a rien à Oudergem ce dimanche, mais vous m'avez un petit peu perturbée parce que je voulais vous parler du village de Noël à Rouge-Cloître. Oui. Et ça, c'est le week-end du 15 décembre. Et c'est véritablement magique sur 2 jours, tout le site de Rouge-Cloître. Oui. Voilà. J'avais raison pour Rouge-Cloître. Voilà. Et alors, ce week-end, il y a déjà aussi encore les Nocturnes du Sablon et les Plaisirs d'hiver qui ont démarré vendredi midi. Vincent de Wolf, de votre côté? Oui, moi c'est Vincent. Donc ce soir, c'est le bal de la commune. Oh. Ah. Et on est boom vol, on est à 850 personnes qui ont réservé, plus on peut pas, avec les pompiers.
Et demain, dimanche, qu'est-ce que je fais? J'installe le conseil communal et je fais l'élection du Néchevin. Et vous aussi, Sophie voilà. Devos. À 10h. 10h. Alors, nous nous retrouverons, nous, la semaine prochaine avec 2 autres bourgmestres pour les experts. Merci à tous, merci à toutes. Bon week-end.